face à quelqu'un qui n'a pas de limite, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement, je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela. À ce moment-là, nous ne décidons pas la paix, on décide déjà la défaite. Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. La paix, ça n'est pas la capitulation de l'Ukraine. Si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite. Pourquoi vos homologues ne le disent pas? Et ça, je ne le veux pas. Il y a une grande cohérence dans la position de la France depuis le début. Simplement, il y a une escalade de la part de la Russie. Et à cette escalade, nous devons dire que nous sommes prêts à répondre. Macron a donc carte blanche pour engager la France dans la guerre. Et il n'a pas tardé à prendre une mesure symbolique, mais qui reste encore secrète. Alors qu'il mentionnait, il y a quelques semaines, la possibilité d'envoyer des forces à Odessa, Macron a finalement donné l'ordre aux unités du 2e régiment étranger d'infanterie, ce qu'ils appellent communément la Légion étrangère, actuellement donc stationnée en Moldavie, de se préparer à faire des mouvements vers Odessa. En intervenant ouvertement et officiellement, Macron se positionne donc comme en cible légitime et nul ne devra s'étonner de l'issue qui ne manquera pas d'arriver. Certains éléments divulgués permettent d'affiner l'analyse des éventuelles préoccupations de l'implication directe de l'armée française contre les forces russes. Nous allons examiner les déclarations de divers responsables politiques à ce sujet en vue de mieux appréhender les propos du président français du 14 mars 2024 sur cette question. L'expression « nous irons prendre notre linge sur la ligne » suggère en premier lieu que l'idée selon laquelle les déclarations du président français ne relèvent pas seulement de ses propres opinions personnelles, mais aussi s'inscrivent dans une stratégie partagée et confirmée. Il semble effectivement se dessiner une forme de coalition au sein de l'OTAN. La décision claire de Washington de ne pas déployer de troupes au sol officiellement ne constitue en aucun cas un refus d'intervention. Il est plutôt envisageable qu'il s'agisse d'éviter une confrontation avec une puissance nucléaire et de privilégier une approche indirecte qui rappelle donc la période de la guerre froide. Tenant compte de l'opinion publique réticente marquée par les échecs du passé tels que le Vietnam, l'Irak et l'Afghanistan et réactivée par les positions d'isolement du candidat Trump, cette stratégie semble porter ses fruits. Les États-Unis semblent être les principaux bénéficiaires du conflit en Ukraine et il est logique et avantageux d'activer ses alliés de l'OTAN dans ce contexte qui évoque superficiellement celui des années 1938 à 1941. Les pays baltes, en raison de leur russophobie et de leur proximité géographique, pourraient prendre part à cette initiative. La première ministre estonienne, Kaja Kallas, a ainsi décliné toute garantie concernant le déploiement de l'armée estonienne en Ukraine. De même, la Lettonie, qui accueille actuellement l'exercice de l'OTAN, se prépare activement à un éventuel affrontement et entrave des communications terrestres vers l'enclave russe de Kaliningrad depuis le début de la situation en Ukraine. Sous la pression de Bruxelles, il y a également eu l'interdiction des importations de céréales russes. Le ministre des Affaires étrangères lituanien a également exprimé la nécessité de discuter de l'envoi de troupes de l'OTAN en Ukraine. Et il a envisagé de franchir les lignes rouges qu'ils se sont eux-mêmes fixées en déployant des troupes dans ce pays. La Pologne aussi adopte une position d'attaque. Donald Tusk, fervent européen et partisan de l'OTAN, maintient la position russophobe des dirigeants précédents qui est largement soutenue par la population polonaise. Le ministre des Affaires étrangères Sikorski a déclaré que la présence de troupes de l'OTAN en Ukraine n'était pas exclue. Le chef d'état-major Szymanowski a évoqué la possibilité que 300 000 soldats de l'OTAN puissent être déployés sur le sol polonais avant le déclenchement des hostilités. Bien que le réarmement polonais visant à faire du pays la première puissance militaire de l'Europe ait été temporairement interrompu lorsque l'Allemagne, partageant le même objectif, a bloqué les fonds européens nécessaires à l'achat d'armements américains, coréens et israéliens, une aide de 2 milliards de dollars a été annoncée par le conseiller présidentiel américain Jake Sullivan, ainsi que la livraison de 69 hélicoptères d'attaque Apache, de missiles à longue portée GASSM et de missiles RRAIM. Missiles qui sont donc particulièrement adaptés aux avions de chasse F-16 et F-35 acquis par la Pologne.
Le ministre Sikorski a également estimé que la proposition du président Macron pourrait être utile pour influencer la Russie. La Finlande, nouvellement membre de l'OTAN, a récemment élu un président très anti-russe qui surfe sur les opinions traditionnelles hostiles à Moscou et dispose d'une force armée convaincante, au plan tactique du moins, donc ils vont ouvrir les bases militaires aux forces américaines sous couvert de l'OTAN. Quant aux positions de l'Allemagne, ça reste ambigu. La France, l'Allemagne et la Pologne se sont réunis le 15 mars. On peut donc se demander pourquoi est-ce que l'Allemagne hésite encore. C'est important de ne pas prendre les agitations médiatiques au pied de la lettre. Par exemple, bien que l'Allemagne ait hésité, elle a tout de même versé 18 milliards d'euros à l'Ukraine. Tandis que la France, malgré ses déclarations belliqueuses et le fait qu'elle s'agite beaucoup, n'a fourni que 640 millions d'euros et du matériel de guerre. Les considérations politiques internes au sein de l'Union européenne influencent évidemment ces décisions, même si elles sont présentées comme étant basées sur des principes vertueux. Les révélations concernant les écoutes des généraux allemands qui ont montré une volonté de coordonner des livraisons d'aide militaire à Kiev sans apparaître directement, ainsi que les hésitations à livrer des missiles Taurus qui pourraient être détournés via le Royaume-Uni et échangés contre des missiles Storm Shadow, ne font que souligner le fait que Berlin est depuis 1945 complètement subordonné à Washington. L'attitude du chancelier SC Holz est sans doute influencée par la pression interne et peut-être aussi par une volonté de poignarder dans le dos l'ancien partenaire français. Londres, de son côté, continue de mener ses actions subversives contre la Fédération de Russie et semble envisager une présence à Odessa. Ces diverses positions dont les conséquences réelles demeurent à déterminer n'impliquent pas une action militaire directe, mais contribuent à une stratégie de tension qui oblige la Russie à mobiliser ses forces sur plusieurs fronts. Avant le discours du président français le 14 mars pour confirmer sa position et justifier sa position en dénonçant la menace russe, le président Poutine avait déclaré souhaiter négocier pour résoudre ce conflit de manière pacifique. Pour expliquer et justifier sa position, les médias traditionnels ont mis en avant une prétendue menace nucléaire du Kremlin. À ce sujet, le président russe a répondu en affirmant qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser des armes nucléaires tactiques, tout comme toute autre arme de destruction massive lors d'une opération militaire spéciale. Interrogé sur l'idée de telles armes, Vladimir Poutine a déclaré que cette idée ne lui avait même jamais traversé l'esprit. Cependant, il a rappelé la doctrine russe, qui envisage le retour au nucléaire dans des circonstances similaires à celles qui prévalent en France dans le cadre de sa politique de dissuasion. Le président russe a également souligné que d'un point de vue militaro-technique, la Russie était prête, ses forces nucléaires étant constamment prêtes au combat. Cela reflète simplement l'essence même de la dissuasion et s'applique à tous les États dotés d'armes nucléaires. Ce rappel n'était ni nouveau ni spécialement agressif. Toutefois, le président russe a évoqué les avancées technologiques qui permettent de considérer une confrontation avec d'autres États dotés du nucléaire, y compris les États-Unis. Enfin, Vladimir Poutine a expliqué que les militaires des pays occidentaux sont présents en Ukraine depuis longtemps. Ils étaient présents avant le coup d'État de 2014 et après. Mais si nous parlons de contingents militaires officiels d'États étrangers, cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. De même que la fourniture d'armes ne changera rien. Ce dernier point est important parce qu'il semble indiquer que le Kremlin ne considère pas que cette présence de troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien justifierait un recours aux armes nucléaires en fait. Si les forces occidentales sont frappées autrement, c'est l'OTAN qui aura l'initiative d'une escalade par l'article 5, option qui semble ne pas être validée par tous les membres de l'OTAN. Les États-Unis se retirent. L'Italie refuse tout simplement. L'Allemagne est très prudente, réticente et hésite. L'Espagne, depuis le début de cette affaire, est restée silencieuse. Elle n'a même pas prononcé un seul mot. Les remarques de Poutine sur le déploiement éventuel de troupes étrangères révèlent également une intention de susciter des tensions au sein même de l'OTAN en ravivant des différends historiques. Il a déclaré, je cite, « Si des troupes polonaises pénètrent sur le territoire ukrainien, par exemple pour sécuriser la frontière biélorusse, je pense qu'elles ne partiront jamais parce qu'ils voudront récupérer ces terres qu'ils considèrent historiquement comme leur appartenant pris par Joseph Staline. Terre qui a ensuite été transférée à l'Ukraine. Et bien sûr, ils veulent récupérer ces terres. »
Ces divergences sur les frontières historiques rappellent le principe de l'intangibilité des frontières coloniales, source de nombreux conflits en Afrique par exemple. Le Cameroun a même eu une guerre contre leurs voisins du Nigeria à cause de ça. Dans le cadre des négociations de sortie de guerre, c'est donc très possible qu'une résurgence de ce facteur se produise. La Pologne pourrait revenir à l'alliance polono-lituanienne et donc par ricochet réclamer Lvov et sa région, faute de parvenir à établir l'intermarium. La Hongrie pourrait reprocher à Kiev le traitement réservé aux magyarophones suite au démembrement du royaume de Hongrie après la chute de l'empire austro-hongrois, tandis que la Roumanie pourrait envisager de récupérer la Moldavie par exemple, qui avait été arrachée par l'URSS. Bien que cette option ait été exclue dès 2022 par des responsables occidentaux, elle ne semble ni plus réaliste ni plus injuste que le démembrement de la Yougoslavie en 1992, puis de la Serbie en 1999, ou encore la récupération du Karabakh par Bakou en 2020, entre autres. S'il est probable que la France va tenter de nuire à la Russie par tous les moyens dont elle dispose, y compris par le truchement d'alliances, ces 6 brigades ne peuvent pas être déployées intégralement et malgré tout ne pèseraient pas très lourd avec le peu de munitions dont ils disposent. Monsieur Chamussi, bonjour. Je peux vous poser une petite question? Allez-y, comment vous savez que je m'appelle Monsieur Chamussi? Parce que je vous ai reconnu, vous êtes quand même le patron de Nexter. Oui, ok. Nexter, c'est le plus gros fabricant d'obus et de munitions en France. Quand Emmanuel Macron promet des obus à l'Ukraine, c'est sur Nexter qu'il compte. L'Ukraine a besoin d'obus. La Russie en produit environ 2 millions par an. Nous, la France, combien on peut produire d'obus par an? Alors, à la fin de l'année prochaine, on aura une capacité de production d'à peu près 100 000 obus. Voilà, c'est ça la capacité. Mais la France, 100 000 obus, la Russie, 2 millions. Comment est-ce qu'on fait pour remplir cet écart? Il faut embaucher plus, ouvrir de nouvelles usines. Comment est-ce qu'on peut faire? Pas répondre à cette question. Je vais la poser autrement. Est-ce que c'est la Russie qui est trop forte dans sa production ou nous qui sommes trop lents? La guerre à nos frontières a décidé nous a commandé d'augmenter les capacités. On le fait progressivement. N'oublions pas que ça inclut en particulier la nécessité de produire de la poudre et des explosifs. Il faut que l'ensemble de la chaîne de production soit au bon niveau, au bon rythme, au bon moment. Cependant, la dangerosité de l'armée occidentale est bien réelle. Même si cette armée n'est pas faite pour une guerre de haute intensité industrielle, elle reste tout de même importante, comme le montre le cas britannique. Paris dispose de divers moyens d'affirmer son influence. La levée des lignes rouges ne permet pas de prédire quelle pourrait être la réponse de la Russie, mais l'hypothèse d'une escalade nucléaire semble actuellement moins probable. Il est envisageable que, après les élections récentes présidentielles, que ce soit en Russie ou encore européennes en France, voire présidentielles aux États-Unis, la pression de tout ça là en fait diminue beaucoup, voilà. Cependant, il est aussi possible que le président russe ait délibérément cultivé une ambiguïté stratégique afin de maintenir un effet de surprise au détriment des forces françaises. En tout cas, Donald Trump, ce n'est pas un va-t-en-guerre. S'il gagne, il va grandement apaiser toutes ces tensions. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.